Merci de nous recevoir chez vous, Mesdames, Messieurs, bonsoir. En novembre 2013, à la conférence internationale sur la planification familiale tenue à Addis Abeba, le Bénin a pris un certain nombre d'engagements, 8 au total, pour le repositionnement de la planification familiale d'ici 2018. 4 ans nous séparent encore de cette échéance, me direz-vous à juste titre, mais l'Organisation pour le service et la vie, OSV Jordan, n'est pas de cet avis. Elle joue le rôle d'éveilleur de conscience, de veille citoyenne pour que les engagements pris ne soient pas tout simplement rangés dans des tiroirs. Le moment de ce plaidoyer bien choisi, c'est le mois de septembre. Et en septembre, vous le savez, c'est le mois de la contraception. Et on s'affaire également dans tous les ministères et surtout au ministère des Finances pour sortir le budget général de l'État exercice 2015. Mes invités vont s'employer à convaincre les décideurs de la nécessité d'investir dans la planification familiale et surtout de créer une ligne sécurisée pour l'achat des produits contraceptifs. Il s'agit de M. Josephat Avosset. Il est le directeur exécutif de l'Organisation pour le service et la vie, OSV Jordan. Bonsoir, M. Avosset. Bonsoir, madame. Madame Marie-Odile Atanasso, elle est enseignante et chercheure à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame la journaliste. Sur ce plateau. Merci, bonsoir. Monsieur Nourou Adjibade est le directeur exécutif du Centre de réflexion et d'action pour le développement intégré et la solidarité, CERADIS. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous avons sur ce plateau une journaliste, Madame Makeba Chibozo, la présidente de l'Association des journalistes spécialistes des questions de planification familiale. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Brigitte. Voilà, le tour étant fait, voilà, on va parler de la planification familiale pendant 60 minutes. Monsieur Avosset, qu'est-ce que c'est la planification familiale? Bon, merci. La planification familiale, comme nous la définissons, c'est l'ensemble des moyens que l'on met à la disposition des individus, des couples, de la communauté tout court, pour décider et obtenir, pour pouvoir réaliser leur projet en matière de famille. C'est-à-dire, le couple désire avoir un certain nombre d'enfants. Et quels sont les moyens dont dispose ce couple pour pouvoir atteindre cet objectif à terme? Donc, alors, l'ensemble des moyens que l'on met à leur disposition pour avoir, quand ils veulent, le nombre d'enfants qu'ils veulent, ou d'avoir tout simplement le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment où ils le veulent, s'appelle planification familiale. Mais il faut comprendre que la planification familiale a 3 composantes. Nous parlons de la contraception, donc alors qui est juste l'utilisation donc des moyens pour éviter la survenue d'une grossesse. Il y a la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, et également, enfin, la prévention et la prise en charge de l'infertilité. Ces 2 derniers aspects ne sont toujours pas perçus quand on parle de planification familiale. Oui, et à raison. Parce qu'il y a un programme national de lutte contre le sida, par exemple, qui s'occupe donc alors de la prévention et de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles. Et aussi, l'infertilité, sa prévention, bon, ça passe par la prévention des infections et autres, mais sa prise en charge se voit surtout en clinique avec les gynécologues. Donc, ce n'est pas perçu comme un service qu'offrent les services de planification familiale. C'est pour ça que le volet contraception de la planification familiale est plus développé que les autres volets. Et c'est justement ce volet qui nous intéresse ici surtout. Oui, ce soir, donc, au cours de cet entretien. Voilà, on va parler beaucoup plus donc de la contraception. Voilà. Monsieur Adjibade. Oui, je voudrais ajouter que la planification familiale est avant tout un droit. Et c'est un droit explicitement fondé sur les textes et les conventions internationales, tels que le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention relative aux droits de l'enfant
et également la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quelle est la situation de la planification familiale au moment où vous alliez à cette conférence en 2013? Est-ce que ça a changé? On va le voir, hein? Mais quelle est la situation? Bon, pour parler de la situation de la planification familiale au Bénin, je crois qu'il est important de remonter aux différentes enquêtes démographiques de santé qui ont été réalisées au Bénin. Et à ce jour, nous sommes à la 4e édition. Il y a eu l'édition de 1996 et qui a donné pour résultat, pour ce qui concerne le taux de prévalence contraceptive, qui a été estimé à 3%. Et en 2001, puisque c'est tous les 5 ans que cela se fait, en 2001, ce taux-là a connu une nette augmentation et est passé à 7,2%. Mais en 2006, le taux est retombé à 6,2%. Et en 2011, avec la 4e enquête, on est passé à 7,9%. Voilà, donc il faut dire, pour apprécier la situation de la planification familiale au Bénin, c'est que c'est une situation qui a évolué en dents de scie. Voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que de 1996 à aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement bougé. Et si on compare ce taux-là à ce qui s'observe un peu dans la sous-région. Et c'est depuis ce moment qu'on a commencé par parler en 2005 du repositionnement de la planification familiale, Madame Tibozo. Oui, c'est plutôt à partir de 2011 qu'il y a eu une conférence à Ouagadougou au Burkina Faso, et plus précisément en février, qu'on a commencé par parler du repositionnement de la planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone. Parce qu'on a constaté que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays anglophones, ils sont nettement en avance sur ceux francophones. Donc c'est depuis 2011. Oui, par rapport à la situation, en 2011, il y a plusieurs chiffres que nous voyons dans les résultats d'enquête. Il y a 7,9%, il y a 8%, et même il y a le ministère de la Santé qui plutôt parle de 9%. Mais à juste titre, il faut voir que les 7 ou 8% dont on parle sont des taux relevés au sein des femmes en union. Mais par contre, les 9%, c'est pour l'ensemble des femmes, en fait, sexuellement actives et qui donc utilisent les méthodes contraceptives. Mais par le passé, lorsque mon collègue de Céladis a évoqué 3%, c'est-à-dire 3,4% précisément, donc pour 96 et 7,2% pour 2001 et 6,1% pour 2006, c'est que c'est par rapport aux femmes en union. Bon, donc, il faut plutôt que l'on compare les chiffres comparables. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec lui en parlant donc alors de 7,9%. Donc, d'autres personnes peuvent dire non, mais c'est 9% plutôt, et non donc alors 7,9% ou bien 8% en 2011. En 2011. Et par rapport aussi au repositionnement donc de la PF, les pays francophones d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, sont en retard, comme l'a dit donc alors notre Madame Tibozo. Et ça fait que en 2011, il y a eu une conférence spéciale donc alors sur le repositionnement. Sinon que c'était depuis 2005 que l'on a commencé à parler donc du repositionnement donc de la planification familiale. Et la conférence a eu lieu à Accra, dans un pays anglophone, en 2005 dont je parle. Ok, on va évoluer, on va pas rester sur les chiffres, on va évoluer si vous le permettez. Et Madame Atanasso, est-ce qu'il y a un lien entre la croissance démographique, la croissance économique et la planification familiale? On va aller pas à pas, peut-être, la croissance démographique et la planification familiale. La croissance démographique et la planification, comme il a dit, les méthodes de contraception, les méthodes de planification visent à donner une parenté responsable pour les ménages. La parenté responsable suppose que vous faites les enfants en fonction de vos moyens. Donc, lorsque on vous donne la possibilité de choisir, d'avoir l'opportunité de choisir le nombre d'enfants que vous voulez, ça a systématiquement un lien sur la croissance démographique.
parce que vous ne faites plus les enfants parce que Dieu l'a donné, parce que Dieu a voulu, parce que la société a voulu. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Même si dans les fins fonds encore du Bénin, on peut encore dire que Dieu continue toujours de donner. Donc, l'utilisation des méthodes contraceptives, systématiquement, si la population a accès à ça, ça va impacter l'évolution démographique à travers la baisse du taux de fécondité. Et c'est cette baisse de taux de fécondité qui aura un impact sur la dynamique démographique. Donc voilà le lien qui est entre l'utilisation de la contraception. Et comme il a dit, la planification n'est pas seulement la contraception. Il y a aussi le fait que pour avoir une parenté responsable et pour être épanoui aussi dans la société, on doit aussi s'occuper des couples infertiles. Donc, mais lorsque nous donnons la possibilité à chacun de faire la fécondité, d'avoir le nombre d'enfants selon ses moyens, ça va avoir un impact sur la croissance démographique. La croissance économique et la planification maintenant. La croissance démographique et la croissance économique. La croissance démographique et la croissance économique, la question de population est une question très complexe. Et ce n'est pas comme en économie, on met ensemble les agrégats économiques et on trouve le taux de croissance de tel pourcent, parce que ça appelle le comportement de la population, le comportement des ménages. Et lorsque vous êtes au niveau de la dynamique démographique par rapport à la croissance économique, ça a deux effets. Ça peut avoir un effet négatif, parce que si vous êtes dans une population à base élargie, comme nous avons l'habitude de dire, qui a une structure pyramidale, comme dans la plupart des pays sous-développés, donc nous avons la population de 0 à 5 ans qui est très élargie par rapport à la population de plus de 65 ans. Vous avez des besoins d'infrastructures, infrastructures de santé, infrastructures d'école. Vous avez beaucoup de besoins d'accès à l'eau, qui sont des besoins essentiels, des services sociaux essentiels pour satisfaire les besoins de la population. Sinon, vous avez un taux de mortalité très élevé. Et lorsque cette base est très élargie et que cette population à terme se retrouve dans la population active, vous avez une forte population active. Et lorsque cette population n'est pas instruite, vous avez plein de bras valides qui n'ont pas d'emploi, donc crée un problème de chômage. Mais en revanche, la population peut être aussi un facteur positif. Parce que tout ce que j'ai dit, nous sommes au niveau, quand on prend la théorie de Becker, on est au niveau de la population quantité. Vous en faites beaucoup, la population n'est pas instruite et vous le faites selon la volonté de Dieu. Mais lorsque nous prenons le second aspect qui donne la qualité de l'enfant, c'est-à-dire vous avez un nombre d'enfants dans lequel vous avez injecté de l'éducation et de la santé. Donc, vous avez une population de qualité. En ce moment, si vous en avez beaucoup, la population est une force. Parce que pour produire, comme on dit en économie, je suis économiste démographe, donc le lien est si facile à faire. Lorsque nous produisons, il faudrait que les gens puissent consommer. Et nous produisons, le coût d'un produit diminue au fur et à mesure que le nombre de produits augmente. Nous parlons de rendement d'échelle décroissant. Donc, plus vous avez une population de grande taille, de qualité, plus la population peut produire, plus vous pouvez innover et plus vous pouvez créer beaucoup de produits. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Je vais en arriver là. Et lorsque vous avez une population de qualité, ça libère aussi des énergies parce que devant une stratégie de survie, ça libère beaucoup d'énergie. Mais ce que nous avons au niveau du Bénin, c'est que nous avons une population très nombreuse. Vous avez une population, la proportion de 0 à 15 ans en 2002, puis sur les résultats de 2013 ne sont pas totalement encore validés. Nous sommes à 46,2% de population de 0 à 15 ans, donc une base bien élargie, une population pas totalement instruite, parce que la gratuité de l'éducation, ça a commencé dans les années en 2006. Donc, nous avons une population de 15 ans et plus qui est analphabète autour de 65%. Donc, chez nous, nous sommes dans le premier schéma, c'est-à-dire la population est une faiblesse. Et par rapport à cette faiblesse, nous devons définir des stratégies pour tirer le meilleur profit de la population parce que c'est la population qui crée la richesse, c'est la population qui crée les biens, c'est la population qui agit sur le PIB. La planification familiale est une des stratégies à
pour atteindre ce but-là? Évidemment, la planification familiale peut être considérée comme un moyen devant une population analphabète, devant une population très jeune et devant un niveau de pauvreté très élevé, peut être considérée comme une stratégie pour sensibiliser les gens, de manière à ce qu'ils puissent faire une population, un nombre d'enfants qui répondent à leurs moyens. Et lorsque vous faites un nombre d'enfants qui répond à vos moyens, ça suppose que vous aurez les moyens de les éduquer, vous aurez les moyens de les soigner, donc vous y injectez de la santé, de l'éducation, de manière à avoir une population de qualité. À l'entame de cette émission, j'ai parlé de 8 engagements. Il s'agit bien de 8 engagements. Je vous propose de les prendre un à un, au fait les plus importants, et de voir ce qui est fait, ce qui reste à faire et les défis à relever si on le veut bien. Donc on va prendre le premier engagement qui prévoit de faire passer le taux de prévalence contraceptive à 20% d'ici 2018. Ce taux, vous l'avez dit, est environ de 8%. On va dire rapidement comment calcule-t-on ce taux. Si on va être précis là. OK. Bon, mais par rapport à ça, c'est une enquête populationnelle. C'est ça la différence entre le taux d'utilisation des méthodes et qui comptabilise donc le nombre de femmes venant chercher les méthodes dans un centre de santé et que l'on rapporte juste à la population que le centre est censé couvrir. Mais ici, on rentre donc dans la population des personnes, donc des femmes. Donc c'est les femmes, je prends les femmes âgées de 15 à 49 ans et on estime le nombre donc alors qui utilisent au moment où l'enquête passe les méthodes sur la population totale. C'est si simple que ça. Bon, maintenant, il y a tout ce qui entoure la collecte des données, qui entoure donc alors ce que j'ai dit, apparemment si simple, tout simplement. Donc alors c'est une enquête populationnelle. Et il y a des disparités, oui, au niveau des départements, des régions. Évidemment. La population, on fait l'enquête, généralement c'est à travers l'enquête démographique de santé que les données sont collectées. La population soumise au risque, c'est la population de 15-49 ans, donc qui utilise les méthodes contraceptives, qu'on rapporte à l'ensemble de la population de 15-49 ans. Donc ça permet de savoir le taux d'utilisation des méthodes contraceptives modernes, traditionnelles. Et lorsque l'on rentre dans les disparités, on voit qu'il y a des disparités régionales et des disparités par niveau d'instruction. Ceux qui sont instruits utilisent beaucoup plus la planification et que ceux qui n'ont aucun niveau d'instruction. Et lorsque vous prenez le milieu rural et le milieu urbain, la disparité est encore très grande. Donc ça suppose un problème d'information, un problème de disponibilité des essais, moyens de planification et aussi un problème de choix politique. Parce que la question de planification est un problème aussi de choix politique. Quel choix politique nous faisons? Je sais qu'il y a eu la Dépolipo en 1987, révisée en 2006, mais c'est que le choix n'est pas très clair parce que tout le débat population-croissance reste toujours non tranché au niveau de l'Afrique. Parce que l'Afrique, pour certains, c'est un pays sous-peuplé, pour d'autres, c'est un pays surpeuplé. Mais lorsqu'on nous rapportons à la richesse que nous avons, la grande question demeure, est-ce que la population africaine est une population surpeuplée? Au Bénin, la volonté politique existe au Bénin? La volonté politique existe, mais c'est un peu difficile à mettre en application. Comme j'ai dit, nous avons déjà l'avantage d'avoir une politique de population, déclaration de politique de population. Mais ce qui est difficile, et très difficile, c'est que nous sommes encore sous l'emprise des pesanteurs socio-culturels. Donc, pas facile de dire à une femme de réduire ou de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Au-delà de ça, la question du niveau d'instruction est aussi un facteur très déterminant parce que lorsque vous avez le niveau d'instruction qui est nécessaire pour décider, vous pouvez faire le libre choix de décider du nombre d'enfants parce que vous savez ce que ça vous coûte et vous savez qu'est-ce que vous voulez de vos enfants. Mais lorsque vous n'avez aucun niveau d'instruction, vous êtes sous l'emprise de la belle famille, sous l'emprise de la communauté et quelquefois, même s'il y a une volonté politique, ça ne peut pas se traduire efficacement. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, quelquefois, la meilleure contraception, c'est l'éducation. Ça nous permet d'avoir la capacité de décider. Selon le chronogramme établi, ce taux doit être porté à
15% en 2015. Est-ce que les conditions sont réunies pour qu'on atteigne cet objectif, M. Adibadé? Non, je crois que les conditions ne sont pas réunies, tout simplement parce que dans le plan national, dans le plan d'action national pour le repositionnement de l'APF, il est clairement dit que le taux de prévalence en 2013, ça oscille autour de 8,7%. Et c'est une estimation qui a été faite sur la base des résultats de 2012. Voilà. Donc si déjà en 2013, nous sommes autour de 8,7%, je ne pense pas qu'en 2015, qui est déjà à nos portes, on puisse aller déjà à 15%. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que aujourd'hui, le Bénin dispose d'un plan national de repositionnement de la planification familiale. Et dans ce plan, il y a un certain nombre de défis qui ont été soulignés et il y a un certain nombre d'enjeux par rapport auxquels le gouvernement veut vraiment jouer sa partition. Et je crois que ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'une volonté politique forte des décideurs puisse accompagner vraiment l'opérationnalisation de ce plan afin que, même si on n'atteint pas les 20% en 2018, on puisse véritablement approcher ce taux. Je crois que cela est très important. Qu'est-ce qu'on doit faire pour relever ce défi, selon vous, M. Avossé? Oui, toute la question est là, madame. Nous avons dit, le Bénin a dit qu'en 2018, on serait à 20% de prévalence contraceptive. En 2015 à 15%. En 2015 à 15%, lié aux OMD. Bon, mais mon collègue vient donc de dire que nous sommes à environ 8,7% en 2013. Donc alors c'est clair que nous ne pouvons vraiment pas atteindre 15% en 2015 parce que tout est question de ce que l'on y met. Oui, mais si tu n'as pas mis, tu ne peux pas donc alors en recevoir en retour. Vous parlez du financement? Je parle donc du financement de la planification familiale. Le niveau actuel du financement ne nous permet pas d'obtenir 15% en 2015 et encore moins 20% en 2018. Monsieur Adibadé? Je voudrais tout simplement attirer l'attention sur le fait que l'un des préalables pour pouvoir atteindre ce taux, c'est d'abord de régler la question relative aux besoins non satisfaits en planification familiale. Aujourd'hui, avec la dernière enquête, le taux est estimé à 31-32%. Je crois que c'est très important, si on veut avancer, de régler d'abord la question de tout faire pour satisfaire ces besoins qui sont exprimés et qui attendent d'être satisfaits. C'est l'un des préalables. Et je voudrais vraiment insister là-dessus et je crois que le plan national de repositionnement de la PF a également souligné cela et on doit y travailler. Et pour y parvenir, il faut forcément mettre les moyens. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui du financement de la planification familiale pour permettre justement de régler les problèmes qui font que ces besoins restent toujours non satisfaits jusqu'à ce jour. Voilà. Madame Thibozo. Oui, moi je veux juste ajouter que à côté du financement qu'on doit mettre dans l'achat des produits contraceptifs, il y a un réel problème de communication et de sensibilisation. Les gens n'ont pas l'information réelle. La planification familiale, qu'est-ce que c'est? Les gens ne comprennent pas. Mais à partir du moment où les gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas adhérer à cela. Et il y a beaucoup d'idées fausses sur la planification familiale. Parce que les hommes, par exemple, constituent, pas tous les hommes du milieu rural, par exemple, constituent une barrière pour la femme qui veut adopter une méthode contraceptive. Pendant nos sorties, nos descentes sur le terrain, on a constaté que les femmes qui viennent pour une méthode en cachette, parce que c'est le mari qui a refusé, et quand elle vient faire ça en cachette, c'est des histoires à la maison. Dès que le mari constate, il vient, il faut enlever ça, sinon tu te renvoies chez tes parents. Donc, il y a un réel problème de communication. C'est à partir de cet instant que nous avons mis sur pied l'association des journalistes pour mieux informer les populations sur les bienfaits de la planification familiale. Okay. Oui, je crois que vous avez tout dit. Hein. Le plan national
pour le repositionnement de la planification familiale 2014-2018 est un plan parfait. Mais le financement qu'il faut pour mettre en œuvre ce plan pose problème. Je m'explique. D'abord, le plan a estimé le nombre net, l'effectif net de femmes qu'il faut donc alors recruter comme nouvelles acceptantes pour atteindre les 20%. Et les expériences en cours montrent que c'est possible. Donc là, n'est plus le problème. Donc le Bénin peut bel et bien atteindre les 20% de prévalence contraceptive en 2018 si les ressources sont mises à disposition. Madame, je m'en vais vous dire que le montant pour mettre le budget donc, de ce plan est estimé à 11 milliards de francs CFA. Voilà la question, c'est là le problème. 11 milliards de francs CFA. Le plan a été donc alors finalisé en décembre 2013. Donc après l'élaboration donc du budget 2014. Donc en clair, le budget 2014 n'a pas pris en compte les préoccupations du plan. Maintenant, on vient au budget 2015, qui est donc alors élaboré en 2014, où le plan existe déjà. Mais ce plan n'est pas encore adopté. Donc, impossible donc alors de le prendre comme un outil pour mobiliser les ressources. Et pourquoi ce n'est pas adopté? Quels sont les... Bon, ok. L'adoption dont je parle, nous avons souhaité que ce soit le chef de l'État, le président, le docteur Boni Yahi même, qui procède au lancement du plan pour montrer l'engagement du gouvernement au plus haut niveau pour donner les moyens aux populations béninoises d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment où ils le veulent. Bien. Et, bon, ok, mais le calendrier au niveau du Conseil des ministres, au niveau des ministères, au niveau donc alors de la présidence, nous savons ce que c'est. Donc, toutes les fois que c'est dit, c'est programmé, que donc alors ce dossier donc alors sera mis sur la table pour que l'on en discute. Il y a toujours quelque chose ça n'a pas un empêchement. Non, c'est important. Non, c'est important. C'est là le problème. Ouais. Parce que justement, si on arrivait à lancer ce plan, à l'adopter et à mobiliser les 11 milliards qu'il faut pour sa mise en œuvre, nous avons d'office au bout du rouleau 20% de prévalence contraceptive. Mais le budget 2015 n'a pas prévu, selon ce que j'ai comme information. Donc alors, le financement, par exemple, le calcul est simple. 11 milliards divisé par 4, ça fait environ 3 milliards. Hein, excusez-moi donc d'être un peu comme ça. Donc 3 milliards. Donc je ne crois pas que donc, alors, le budget 2015 ait prévu 3 milliards d'investissement. Mais heureusement que ce n'est pas que le budget national qui donc alors doit pourvoir à ces 3 milliards et pour pouvoir avoir, il y a les partenaires. Mais ok, pour que donc les partenaires puissent aller plus loin, il y a donc alors ce que l'on demande au gouvernement, c'est que c'est par rapport donc alors les produits contraceptifs, parce qu'il y a un engagement qui a été pris pour que donc alors le Bénin a déclaré devant donc le monde entier, et qu'en 2018, donc alors le montant qu'il allouait donc alors aux produits contraceptifs serait porté à 250 millions en 2018. Et c'est là le problème. Donc alors vous parlez déjà du deuxième engagement. Voilà. Okay. Parce que le deuxième engagement pris par le Bénin à Addis Abeba, c'est bien cela, l'augmentation progressive du montant alloué à l'achat des produits contraceptifs à 250 millions de francs CFA d'ici 2018. Oui. Et maintenant, est-ce qu'il y a une ligne budgétaire qui est dégagée spécialement pour l'achat des produits contraceptifs? Bon, oui, merci. Et vous avez posé plusieurs questions à la fois. Plusieurs questions. OK. Une question est celui donc, alors, ou celle donc, de l'engagement, et une autre en est l'existence d'une ligne budgétaire pour cela. Bien. Maintenant, il faut d'abord savoir sur quelle ligne le ministère de la Santé achète d'abord les produits contraceptifs. Il faut d'abord savoir ça. Si on ne connaît pas ça, on ne peut pas savoir. Sur quelle ligne, dites-nous? OK. Je ne suis pas donc du secteur public. Nous sommes ici en société civile et donc nous parlons donc d'une question publique. Mais je sais que
les produits contraceptifs s'achètent sur un programme qu'on appelle Programme d'appui à la santé de la reproduction, PASR. Mais ce programme n'a pas que les produits contraceptifs à acheter. Donc, c'est dans la ventilation de l'allocation faite pour ce projet que l'on doit créer donc des ressources pour l'achat des produits contraceptifs. C'est ça qui a expliqué que ça a évolué donc en dents de scie en fonction du budget du programme. 2007, 50 millions ont été débloqués. 2008, 50 millions. 2009, 60 millions. Mais je suis au regret de vous annoncer ou de vous dire qu'en 2010 et 2011, on n'a pas pu dégager de ressources pour l'achat des produits contraceptifs sur le budget de ce programme. Voilà une raison pour laquelle il faut maintenant créer une ligne spécifique pour que les difficultés observées au niveau donc alors, du budget donc, de ce programme n'influencent pas l'achat des produits contraceptifs. Bien sûr que donc alors, après le plaidoyer, ça a repris. Donc alors en 2012, on a eu 10 millions. Et en 2013, 20 millions. Et en 2014 2014, c'est 40 millions qu'on a prévus. Mais on a des difficultés, par exemple. Bon, nous sommes en septembre, là, à 4 mois. Le SIGFIP, ça vous dites non, ben, ça va fermer bientôt, ben, je ne sais pas combien on a pu dégager. Alors que... Donc rien n'a été fait, on n'a pas acheté le Bénin n'a pas acheté des produits contraceptifs. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. L'engagement des dépenses a été fait. Et là, il faudrait que je marque une pause pour remercier d'abord le ministre de la Santé. On ne sait pas qu'elle nous écoutait. Elle nous a écoutés. La directrice de la santé de la mère de l'enfant, elle nous a écoutés. Le directeur de la prospective et de la programmation, comment je ne sais pas, de la prospective, donc le DPP, nous a écoutés. Et tous les cadres donc, du ministère impliqués dans la budgétisation nous ont écoutés, au point que ce que nous avons demandé, ce que nous réclamons, donc, est en train d'être fait. Donc ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on réclame? Et qu'en 2014, les 40 millions prévus soient débloqués entièrement. Il y a eu donc des problèmes, bon, qu'on ne va pas dire ici, liés donc alors aux procédures. Et ils sont à pied d'œuvre pour que donc alors ces 40 millions soient débloqués. Mais déjà, ce que je sais, et au moins la moitié était donc déjà engagée. Donc pour que d'ici à là, on ait donc alors 20 millions complètement consommés et que le reste le soit avant la fête. Donc alors, mon plaidoyer est que l'année ne se termine pas sur ces 20 millions. Encore qu'il se peut que ces 20 millions donc, ne soient même pas débloqués. Maintenant, deuxièmement, par rapport à la programmation, on a souhaité qu'en 2015, qu'on ait 100 millions de programmés sur le budget pour aller vers 250 millions. Donc 100 millions en 2015, 150 en 2016 et 200 en 2017 et maintenant 250 en 2018. Mais vous avez tout à l'heure dit dans votre introduction que le ministère des Finances est en plein exercice d'élaboration du... Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour voilà. ce budget-là? Plutôt, j'ai constaté qu'ils sont en train d'élaborer pour le ministère de la Santé le programme d'investissement public 2015-2017, donc pour 3 ans. Et je suis très heureux de le dire qu'il m'a été confirmé que 100 millions ont été programmés pour 2015, 150 millions pour 2016 et 200 millions pour 2017 parce que les allocations conséquentes ont été faites pour le programme PASR. Donc là, vraiment, je remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour ça. Bon, je suis très content de ça. Donc alors, et que, bon, c'est programmé, mais que ça ne change pas. Parce que c'est possible qu'entre ce qui est dit qu'on va faire et ce qui est fait, effectivement, en décembre, votez pas. Donc alors, en cours de route qu'on change d'avis. Voilà, Madame Atanasso, que gagnerait-on, peut-être qu'on revient à la même question, à financer, à dégager une ligne budgétaire sécurisée? Parce qu'il dit que ce n'est pas sécurisé. La ligne existe, mais ce n'est pas uniquement pour l'achat des produits contraceptifs. Qu'est-ce que le Bénin va gagner à dégager une ligne uniquement pour l'achat des produits contraceptifs? Merci, Madame la journaliste. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons un effet négatif de la population.
bien que je sois démographe et que pour moi, la population, c'est une force. Mais les faits nous montrent qu'on devrait agir sur, pas vraiment, je ne suis pas dans l'approche où il faut que la contraception, il faut la sensibilisation. Donc, on gagnerait à dégager une ligne de manière à, dans la démarche de planification, à d'abord sensibiliser, communiquer pour un changement de comportement. Parce que, comme j'ai dit tantôt, même si vous achetez les préservatifs et que vous distribuez à tous les ménages, je ne sais pas si on va monter sur tous les lits pour contrôler, mais on ne va pas le faire. Donc, il faut d'abord que... Il y a un préalable. Il faut que les gens soient sensibilisés, qu'ils voient l'importance d'avoir moins d'enfants. C'est vrai qu'avec le niveau de pauvreté grandissant, les gens commencent déjà pas à sentir le poids des enfants. Et c'est par rapport à ça que je suis d'accord avec lui pour dire qu'il faut dégager une ligne parce qu'il y a une demande non satisfaite à travers les enquêtes qui, bon, moi, ça doit tourner autour des 33%. Et lui, il a dit 32%, donc on n'est pas, ce n'est pas des chiffres qui sont très loin de l'un de l'autre. Donc, on se constate que malgré cette particularité culturelle qui consiste à avoir beaucoup d'enfants, il y a quand même une demande non satisfaite, c'est-à-dire qu'il y a déjà les mentalités qui ont commencé par changer. Il faut accompagner ce changement de mentalité dans cette situation de pauvreté grandissante parce que le niveau de pauvreté monétaire ne baisse pas, est en train de monter au Bénin, on est à 36,5 en 2011 à travers l'enquête EMICOV. Donc, les gens commencent déjà par percevoir qu'il faut réduire. En donnant des moyens pour acheter les moyens contractuels, pour sensibiliser, pour communiquer, les gens seront sensibilisés, vont intérioriser la variable changement de comportement et ils vont réduire le niveau de fécondité, ce qui va avoir un impact sur notre développement. Ça, c'est clair, ça aura un impact sur le développement, comme j'ai dit, parce que nous sommes dans l'approche encore population pas totalement instruite, donc il faudrait agir. Et agir, c'est donner une ligne pour pouvoir permettre aux gens d'avoir la disponibilité des moyens contraceptifs lorsqu'ils le veulent. Et la communication a un coût, Madame Chibozo. Tout à fait, elle a un coût. Et c'est pour ça que nous nous employons en tant que journalistes, parce qu'on est juste un petit groupe. Et je demande aux autres confrères qui m'écoutent actuellement d'adhérer à l'association pour qu'on aille de l'avant. Parce que nous, c'est à travers nos productions qu'on peut sensibiliser les populations. Parce que si la population n'est pas au courant des bienfaits de la planification familiale, un mari ne peut pas demander à sa femme d'aller dans un centre spécialisé pour adopter une méthode contraceptive. On va prendre le deuxième engagement, je vais revenir. C'est la contractualisation avec le secteur privé dans le cadre de la promotion de la planification familiale. Qu'en est-il réellement sur le terrain maintenant? Monsieur Adibate. Bon, par rapport à cette question, je crois que le ministère de la Santé, il faut dire que le ministère de la Santé fait beaucoup quand même en direction du secteur privé. Et d'abord par le biais du renforcement des capacités et du personnel soignant au niveau des formations sanitaires privées et les technologies contraceptives. Aujourd'hui, le ministère essaye quand même de faire un transfert de compétences en direction de ce personnel-là. Et moi, je crois quand même que c'est un impératif aujourd'hui pour pouvoir atteindre l'objectif commun que nous recherchons, d'impliquer, d'associer le secteur privé justement par cette contractualisation-là. Elle est incontournable parce que c'est la même communauté et les populations doivent bénéficier aussi bien des prestations qui sont faites dans les formations sanitaires publiques que dans les formations sanitaires privées pour ceux qui ont les moyens. Et je crois que le gouvernement a également, le ministère de la Santé a également un droit de regard à porter sur tout ce qui se fait dans le secteur privé pour éviter qu'il y ait vraiment du désordre, de l'anarchie. Je crois que c'est important. Voilà. Monsieur Avosset, si on prend deux régions, là où il y a des OSC et là où il n'y en a pas, là où le secteur privé est impliqué dans cette démarche
de promotion de la planification familiale. Est-ce qu'il y a une différence nette? Oui, merci. Votre question est précise. Mais je peux peut-être être pas un bon élève, en commençant donc par répondre d'abord à une autre. Il faudrait que la question du financement soit vue de manière holistique et globale. Il y a trois piliers pour donc alors promouvoir donc la PF. La demande, l'offre et l'environnement. Bon, la demande regroupe tout ce que nous avons dit là. La sensibilisation, l'amélioration des perceptions et tout ça. Bien. C'est de l'argent. Et on ne parle pas de ça lorsqu'on parle du deuxième engagement. Lorsqu'on parle maintenant de l'offre, c'est trop vaste, s'il vous plaît. C'est les centres de santé, c'est le personnel, c'est les produits contraceptifs, c'est les consommables, c'est la formation, c'est la supervision, c'est les outils, c'est beaucoup de choses par rapport à l'offre. Et l'offre n'est pas disponible. Et ce n'est pas... Tout à l'heure, je m'étais réjoui, ou bien c'est comme ça qu'on parle, non, c'est comme ça qu'on dit non. Mais tout à l'heure, j'étais très content donc, de dire que le gouvernement a déjà donc, alors, voté combien 100 millions, donc a programmé donc, alors, 100 millions pour donc, 2015 pour l'achat des produits contraceptifs, et 150 pour 2016, et 200 pour 2017, et je suis très... Mais ça ne signifie absolument rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Bon, parce que il faut créer la demande, l'offre et l'environnement tel que estimé par le gouvernement béninois pour donc alors atteindre les objectifs. Donc 20% en 2018 s'élève à 11 milliards de francs CFA. Donc alors la question est d'abord autour de 11 milliards de francs CFA. Donc alors il faut donc qu'on fasse tout pour donc plutôt mobiliser ces 11 milliards. Maintenant, je vais revenir sur votre question, sinon j'aurai 0. Alors si vous devez noter. Lorsque la société civile intervient, les ONG interviennent dans une zone, elle vient en appui au système public. Donc forcément, les résultats sont spectaculaires. Le travail à abattre en 3 ans est toujours abattu en 3 mois. Donc, on réduit, il y a une économie d'échelle là, toutes les fois que les ONG ont les moyens pour intervenir dans une zone, aux côtés donc des services publics, on réduit les années au mois. Donc alors, le nombre de nouvelles acceptantes que l'on recrutait ou que l'on a recruté sur 1 an peut être recruté et dépassé en 1 mois. Donc alors, votre question, la réponse est claire, c'est oui. Lorsque les ONG, lorsque les OSC interviennent dans une zone aux côtés donc du secteur public, ça donne des résultats inattendus, spectaculaires. Elles ne sont pas nombreuses, elles ne sont pas un nombre suffisant, ces ONG qui interviennent. Nous parlons du repositionnement de la planification familiale. Il faut oser. Qui va le faire pour nous? C'est nous, les Béninois, qui allons le faire pour donc nous-mêmes. Il faut oser. Mais vous avez vu, vous étiez, vous autres, au Comité national de lutte contre le sida. Et vous avez su ce qui s'est passé lorsque on a mis l'information sur le VIH-Sida au niveau des communautés. Des milliers de communautés ont parlé pendant des années de la lutte contre le VIH-Sida. Je voudrais que l'on transpose exactement cette image en planification familiale pour voir donc alors le nombre d'organisations de la société civile que l'on devrait engager donc dans ce processus. Du coup, on va atteindre 40% en 2018. Et il faut des ressources pour le faire. Il faut beaucoup de ressources. Et déjà, donc, alors, ce que nous avons donc déjà, ce que nous connaissons, bon, estimé par le gouvernement béninois, c'est le plan national, là, son budget, qui est de 11 milliards. Mais jusque-là, je ne sais pas combien donc, on a déjà mobilisé par rapport à ces 11 milliards pour donc alors avoir cette image-là. Je souhaite qu'il y ait 1000 organisations de la société civile et qui interviennent dans le domaine de la planification familiale au bout, à terme. Mais aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, s'ils sont 5 ou 10, je ne sais pas. OK, on va avancer et on va prendre l'engagement numéro 7. OK.
L'engagement numéro 7 prévoit de rendre gratuit d'ici 2015 l'accès aux méthodes modernes de contraception dans les formations sanitaires publiques pour la couche des adolescents et jeunes. Est-ce qu'actuellement, qu'est-ce qui est fait dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui reste à faire? Bon. Ou bien tout reste à faire? Non. Et pour ça, les gens ne vont pas me comprendre. Ils vont peut-être penser que je ne vais pas faire la politique. On va y aller rapidement. Oui, oui. Bon, donc il faut que vous programmez encore une autre émission. Le gouvernement, plus que jamais, est décidé à rendre gratuit les produits contraceptifs ou à rendre gratuite la planification familiale ou la contraception pour les adolescents et jeunes. Et nous avons l'appui des partenaires. D'abord, les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont avec nous. L'UNFPA est avec nous. Et aux côtés donc alors de la DSME, qui est donc alors le chef de file et qui a pris donc alors le bâton donc, de pèlerin donc, pour aller au-devant donc, des faits. Donc d'ici 2015, ça va être effectif. On a toutes les chances parce qu'il y a une vaste campagne de plaidoyer aujourd'hui en cours, initiée par la DSME, avec l'appui de ses partenaires pour que l'on y arrive. Donc alors, nous y croyons fermement et nous encourageons donc alors les cadres donc, de la DSME à continuer, à accélérer donc alors leur vitesse pour que, parce que là, on n'a que 4 mois. Est-ce que la gratuité, le fait que ce n'était pas gratuit, c'était une barrière pour l'utilisation des préservatifs et des produits contraceptifs, madame? Oui, le fait que la planification familiale n'était pas gratuite, c'est vraiment une barrière. Parce que je prends l'exemple d'une femme, par exemple, qui n'a pas les moyens. Mais c'est subventionné? Non, je n'ai pas fini. Qui n'a pas, même si c'est subventionné, ouais. Dites-vous qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir les 3 repas par jour. Alors là, si la ménagère n'a que l'argent pour un seul repas, comment voulez-vous qu'elle aille dans un centre de santé pour aller payer une méthode contraceptive? Là, c'est déjà une barrière. Mais à partir du moment où c'est gratuit, c'est avec plaisir qu'elle y va. Et puis, lors de nos descentes sur le terrain, on a fait le constat. Dès qu'il y a les cliniques mobiles, que c'est la gratuité, il y a un nombre impressionnant de femmes qui viennent et qui librement disent « Ah, je veux avoir l'information, je veux avoir telle méthode, je veux avoir telle méthode. » Donc, vraiment, il faut que ça soit gratuit. Vous voulez dire oui. Oui, en fait, je voudrais réagir par rapport à cette question de gratuité pour dire que c'est quand même un couteau à double tranchant. Et il faut forcément qu'on soit prudent et par rapport à cet engagement-là. Et je suis même pour qu'on ne qualifie pas ce service-là de gratuit. Et fondamentalement parce que ça peut donner lieu à des interprétations ou bien ça peut amener également à une sorte de débauche du côté de la couche juvénile. Il ne faudrait pas que systématiquement on se dit, bon, il y a à notre disposition des produits contraceptifs gratuits, on y va. Il faut forcément qu'on puisse d'abord privilégier tout ce qui peut amener les jeunes à adopter des comportements qui ne les amènent pas vers les produits contraceptifs. Je crois que cela est fondamental. Et pour ceux qui sont vraiment dans le besoin, qu'on puisse vraiment parvenir à les satisfaire d'une manière ou d'une autre. Mais il ne faudrait pas qu'on mette en avant vraiment cet argument de gratuité pour chercher à vraiment rendre concret cet engagement. Voilà. Non, je vais juste ajouter, hein, c'est comme il dit, c'est un couteau à double tranchant parce qu'il ne faut pas oublier les milieux religieux. Il ne faut pas oublier la culture. Il faut, même si vous parlez de gratuité, il faut que cette gratuité-là soit accompagnée, soit encadrée. Sinon, c'est la voie à tout. N'importe qui peut rentrer partout, prendre des préservatifs, utiliser des moyens contraceptifs. Vous ne pouvez même plus gérer la jeunesse parce que le développement est basé sur la jeunesse. Et si notre jeunesse court beaucoup de risques dans ce domaine, ça va impacter, qu'on le veuille ou non, le développement. Parce que l'activité sexuelle, ça prend du temps. Et ça vous détourne des questions essentielles. Si vous devez regarder, hein, nous, notre génération, on était à l'internat, on était bien encadrés, mais vous voyez actuellement le comportement des jeunes. Oui, gratuité,
parce que nous avons un objectif de développement, mais cet objectif de développement peut être anéanti si nous n'encadrons pas cette gratuité-là. Il faudrait que ça soit accompagné de messages pour que les jeunes se disent ce n'est pas le sexe, excusez-moi, hein, ce n'est pas le sexe à volo, ce n'est pas à volonté. Si nous ne pouvons pas nous abstenir, être fidèles, être vierges, nous allons aller vers les méthodes contraceptives pour nous éviter d'avoir des maladies sexuellement transmissibles, d'avoir une grossesse précoce. Ce n'est pas pour faire la gratuité pour que le sexe devienne comme boire et manger à tous les âges. Faisons attention. L'Afrique a encore besoin de ses enfants. Faisons attention parce que le développement est basé sur l'homme. C'est pour ça qu'on dit, dans tous les déterminants de la croissance, c'est le capital humain de qualité et productif. Est-ce que cette gratuité est déjà effective dans la sous-région? Non, oui. Il y a des pays qui ont déjà adopté la gratuité. Le Niger, par exemple, a... Pour les adolescents? Ah non, ça je ne sais pas. Toute la population. Peut-être pour toute la population, mais pas pour spécifiquement donc, les adolescents. Mais il faut savoir qu'il y a deux catégories d'adolescents. Il y a l'adolescent de la ville et l'adolescent du village. L'adolescent donc alors en milieu urbain et l'adolescent en milieu rural, où déjà à 24 ans, parce que nous parlons d'une tranche d'âge, 15 à 24 ans par rapport aux produits contraceptifs. Mais à 24 ans, nous savons déjà donc, qu'il y a donc des adolescentes ou des femmes qui ont donc déjà 3 ou 4 enfants en milieu rural. Pour celles-là, il n'y a pas de... Il faut vraiment donner un appui. Et par rapport aux préoccupations donc, de mes deux collègues sur ce plateau, le ministère de la Santé a mis en place un comité pour cadrer, c'est ça? Encadrer donc alors cette gratuité. Et il y a donc alors des consultants qui sont mis sur ça. Donc alors les craintes donc alors des uns et des autres sont prises en compte pour que la gratuité soit effective et effectivement encadrée au bien-être des adolescents et jeunes du Bénin. Pour qu'il y ait gratuité, il faut des ressources également pour acheter ces produits contraceptifs. Nécessairement. Oui, parce que... Et on revient toujours à ce problème de financement. Oui, et il faut dire, les 100 millions ne sont pas, ou ne représentent pas donc le montant qu'il faut pour que donc alors la gratuité, ou pour que donc alors que les produits contraceptifs soient disponibles en quantité suffisante pour couvrir tout. Non. Mais par contre, c'est une marque d'engagement donc du gouvernement pour que donc les partenaires puissent appuyer, pour que donc alors cela puisse y être pour que cela soit ainsi, pour que donc on en dispose. Je vois que vous regardez bien votre. Oh oui, c'est bon, là. oui. Okay. La gratuité va entraîner une consommation plus grande de produits contraceptifs. Donc alors, j'implore, je le dis comme ça. Donc alors, le gouvernement a donc alors augmenté donc la cagnotte dédiée pour les produits contraceptifs afin que les partenaires nous appuient pour qu'on puisse donc alors atteindre 20% des programmes contraceptifs en 2018. Ça, c'est votre mot de fin, oui, Madame Thibozo. Moi, mon mot de fin, c'est d'appeler encore mes confrères journalistes d'adhérer à la cause commune, de faire plus de production sur les bienfaits de la planification familiale. En langue nationale, surtout en langue nationale, dans les radios de proximité. La population béninoise est en majorité analphabète. Okay. Voilà. Monsieur Adibari. Oui, mon mot de fin concerne essentiellement le lancement du plan national pour le repositionnement de la planification familiale, parce que ce lancement-là est vraiment très attendu. Et sans ce lancement, on ne pourra pas saisir toutes les opportunités de financement qu'on peut avoir avec les partenaires au développement. Cela est très important. Donc, moi, je lance un appel vraiment à nos autorités, en particulier le chef de l'État, pour que ce plan-là soit lancé le plus vite possible. Et qu'il soit financé, qu'on mobilise les 11 milliards. Et le financement. Oui, le lancement est une condition. Il faut que le lancement soit fait. Et quand le lancement est fait, je crois que la voie est vraiment balisée pour pouvoir prendre toutes les dispositions conséquentes en vue de l'opérationnalisation de ce plan. Et quand on parle de l'opérationnalisation de ce plan, on parle justement de mobilisation des financements, on parle d'un certain nombre de dispositions qui attendent d'être prises par le ministère de la Santé. On parle aussi des dispositions qui concernent
un certain nombre de procédures au niveau du ministère de la Santé et ces dispositions-là ne sont pas encore prises. Et je veux citer par exemple l'adoption et la révision de tests d'application par rapport à la loi sur la santé de la reproduction. Ces tests d'application-là pour le moment n'ont pas encore été pris. Il faut également que le leadership du ministère de la Santé soit également réaffirmé dans le cadre de l'opérationnalisation de ce plan. Merci, Madame la journaliste. Je pense que le droit à la santé, c'est un droit parmi tous nos droits humains. Et vrai, la question de planification est toujours une préoccupation aussi bien au niveau national qu'international. Le Bénin a signé un engagement, il faudrait qu'il le respecte, qu'il puisse mettre les moyens à disposition, même si, comme je dis, l'utilisation des méthodes contraceptives doit inclure aussi bien la sensibilisation des jeunes pour leur dire vous n'êtes pas obligé de commencer très tôt, doit inclure la communication vis-à-vis des parents pour qu'ils se disent qu'une jeune qui ne commence pas très tôt n'est pas une jeune qui est démodée et qu'on doit pouvoir l'accompagner, et aussi pour dire ceux qui ne peuvent pas, parce que les médias, la communication, le changement au niveau mondial fait que nos enfants ont des comportements qui quelquefois nous dépassent. Qu'on puisse leur dire, oui, si vous ne pouvez plus rester dans notre cadre que vous jugez traditionnel, vous allez vers la modernité, mais voilà les moyens que nous mettons à votre disposition. Sinon, nous allons perdre notre jeunesse et nous allons perdre le développement. Donc, parce qu'il y a un lien très fort entre la qualité des hommes que nous avons et la croissance économique. Merci, mesdames, messieurs. C'était le plaidoyer de l'OSV Jordan pour la création d'une ligne budgétaire sécurisée pour l'achat des produits contraceptifs dans le budget général de l'État. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.